Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est un petit moment particulier parce que euh, dans l'évolution de cette chaîne YouTube, j'ai voulu commencer à spécifier les apports que je pourrais vous donner. Vous avez vu que on avait déjà une playlist sur tout ce qui était développement personnel. On a créé une playlist pour les conférences. Et à chaque fois que je peux donner une conférence et que j'ai le droit de la filmer, que j'ai le droit de la partager, je la remets de façon systématique. J'en mets à peine 10% de ce que je donne, mais je donne tout ce que je peux donner. Euh, Après, j'ai commencé à mettre en place une playlist qu'on a commencé là sur les neurosciences, c'est-à-dire vraiment rentrer un peu plus dans le détail sur les neurosciences, et vous allez voir que cette playlist va s'enrichir avec des gros blocs, des gros sujets. Et ça fait un petit bout de temps que ça me travaillait parce que c'est une des formations que j'ai une formation de psychosexologue, et il y a plein de choses que je voulais partager avec vous, parce que la façon dont on appréhende notre sexualité, c'est la façon aussi dont on appréhende la vie en règle générale, et son propre mode de fonctionnement. Et la sexualité nous en dit beaucoup sur qui nous sommes. Et on vit dans une société dans laquelle il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de retenue. Et ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de partager avec vous une playlist spéciale dédiée à la sexualité. Et je savais pas quel angle d'approche j'allais donner, donc maintenant que j'ai trouvé, on va pouvoir la partager. D'accord? J'aimerais partager avec vous cette science du désir sexuel et comment ça peut vous aider à améliorer votre vie, alors sexuelle en particulier, mais votre vie en règle générale. D'accord? Dans un premier temps, je vais partager avec vous une enquête avec laquelle j'ai collaboré, ok, qui est l'une des plus grandes enquêtes sur les fantasmes sexuels dans le monde. Ok? C'est-à-dire que dans les vidéos qui vont venir, je vais vous proposer une analyse de cette grande enquête, jamais réalisée sur les fantasmes sexuels, ok, qui montrera comment la psychologie, l'évolution et la culture façonnent non seulement ce sur quoi nous fantasmons, mais aussi les personnes avec qui nous voulons être et la façon dont nous nous voyons. Ok. Après quoi, on va voir 7 thèmes, hein, parce que j'ai identifié 7 thèmes majeurs qui caractérisent la nature du désir sexuel de, je veux dire, l'homme occidental, l'homme, la femme occidentale. Ok. J'explorerai chacun d'entre eux en détail, en décrivant soigneusement leurs caractéristiques principales, avec des détails tirés des récits des fantasmes réels soumis par les participants à l'enquête et leur psychologie sous-jacente. Et j'utiliserai les résultats de cette enquête pour vous aider à mieux comprendre pourquoi certaines choses excitent certains et en rebutent d'autres. Ok. Une fois qu'on aura vu ces 7 items, je répondrai de façon spécifique à vos questions. Et dans ces cas-là, j'aurai des apports spécifiques toujours en m'appuyant sur la recherche et la science. En tout cas, cette première partie de playlist s'articule autour d'une enquête extrêmement massive qui porte sur plus de 350 questions auxquelles ont répondu à peu près 4000 Américains et 6000 occidentaux de par le monde, pour beaucoup anglophones. Et bien que l'échantillon soit proche de la population mondiale, ok, il y a des individus qui sont incroyablement diversifiés. Par exemple, les participants étaient âgés de 18 à 87 ans, exerçaient des professions aussi diverses que caissière chez McDo, femme au foyer, médecin, avocat. Le groupe comprenait des identités sexuelles et de genre, des affiliations politiques, religieuses, ok, et des types de relations, des célibataires aux échangistes. Okay. Et cette étude, elle est unique non seulement par la taille et la diversité de l'échantillon, mais aussi par la portée de l'enquête elle-même et ce qu'elle peut nous apprendre. En plus d'être interrogés en détail sur leurs plus grands fantasmes sexuels de tous les temps, les participants ont été interrogés sur la fréquence de leurs fantasmes, sur des centaines de personnes, d'endroits et de choses différentes. Et parmi tout ça figurait un large éventail d'actes et de contextes sexuels, de parties du corps, d'objets, ainsi que des personnes spécifiques. Ça va des stars du porno aux célébrités en passant par les hommes politiques. Oui, en passant par les hommes politiques. Autre chose, les participants ont été invités à décrire soigneusement l'apparence des hommes et des femmes typiques de leur fantasme, depuis leur taille, leur poids, leur race, la couleur de leurs cheveux, jusqu'à la présence ou l'absence de poils pubiens, en passant par la taille de leurs seins, de leurs organes génitaux,
des antécédents sexuels détaillés, des profils psychologiques et des caractéristiques démographiques ont également été recueillis. Dans l'ensemble, cette enquête offre un regard sans précédent sur nos mondes imaginaires et sur ce qu'ils révèlent de nous. Okay, donc vous trouverez à travers ces différents apports des prochaines vidéos quelques-unes des principales conclusions de cette enquête. D'abord, c'est que presque toutes les personnes occidentales qui ont participé à cette enquête, 97%, ont déclaré avoir des fantasmes sexuels. Et la plupart ont déclaré en avoir fréquemment. La grande majorité a déclaré avoir des fantasmes entre plusieurs fois par semaine et plusieurs fois par jour. Donc, fantasmer, et fantasmer souvent, c'est donc être humain. Autre chose, c'est que le sexe avec plusieurs partenaires est un élément essentiel des fantasmes de la plupart des Occidentaux. Lorsqu'on nous demande de décrire leur fantasme sexuel préféré de tous les temps, le sexe en groupe est de loin le thème qui revient le plus souvent. Et autre chose, lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient déjà fantasmé sur différentes formes de sexe en groupe, 89% ont déclaré avoir fantasmé sur des parties à 3, 74% sur des orgies et 61% sur des gangbangs. Et bien que les hommes soient plus susceptibles d'avoir tous ces fantasmes à plusieurs partenaires que les femmes, beaucoup seront surpris d'apprendre que la majorité des femmes ont également déclaré avoir chacun de ces fantasmes sexuels. Le sadomasochisme, ou le désir d'associer plaisir et douleur pendant les rapports sexuels, c'est un autre fantasme extrêmement populaire. En fait, 60% des participants ont déclaré avoir déjà fantasmé d'infliger une douleur physique à quelqu'un d'autre pendant un rapport sexuel, tandis que 65% ont déclaré avoir fantasmé de recevoir une douleur physique pendant un rapport sexuel. Et croyez-le ou pas, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'avoir fantasmé à la fois sur le fait de donner et de recevoir la douleur, bien que la différence entre les sexes soit plus importante dans ce dernier cas. Et en tout cas, avec de tels chiffres, il n'est pas surprenant de comprendre que 50 nuances de Grey ait eu une telle résonance culturelle. Le monde du 7e art pourrait aussi donner l'impression que la plupart des personnes fantasment sur les célébrités plus que sur n'importe qui d'autre. Eh bien ça, c'est très éloigné de la réalité, par exemple. Seuls 7% des participants ont déclaré qu'ils fantasmaient souvent sur des célébrités, alors que 51% ont déclaré qu'ils fantasmaient souvent sur leur partenaire actuel. Et ça, c'est intéressant, parce que nous fantasmons beaucoup plus souvent sur des personnes de la vie quotidienne que sur Zac Efron ou Scarlett Johansson. Okay, et ça suggère surtout que nos fantasmes sont peut-être beaucoup plus ancrés dans la réalité que on pourrait le penser. Du moins en ce qui concerne les personnes avec qui nous voulons être. Autre chose qui ressort de toute cette enquête, c'est que nos habitudes de visionnage de films pornographiques influencent les personnes et les objets sur lesquels nous fantasmons. En fait, un participant sur 7 a déclaré que son plus grand fantasme sexuel de tous les temps découle directement de quelque chose qu'il a vu dans un film pornographique. La consommation de pornographie est également liée à la taille et à la forme des corps et des orgasmes génitaux qui apparaissent dans nos fantasmes. Par exemple, alors c'est globalement vrai, spécifiquement faux, hein, mais plus les hommes hétérosexuels regardent du porno, plus les seins des femmes sont gros dans leurs fantasmes. De la même façon, plus les femmes hétérosexuelles regardent du porno, plus le pénis des hommes est gros dans leurs fantasmes. Autre chose, c'est que nous devenons souvent des personnes différentes dans nos fantasmes sexuels. La plupart des participants ont déclaré que lorsqu'ils apparaissent dans leur propre fantasme, ils se transforment d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse de la forme de leur corps, de leur apparence génitale ou de leur personnalité. Donc, comme vous le verrez bientôt, cette tendance à fantasmer sur la modification de ses caractéristiques physiques ou psychologiques reflète parfois des insécurités profondément ancrées. On sait aussi que les tendances politiques en disent long sur la nature de leurs fantasmes sexuels. Par exemple, il y a une partie de cette étude qui était très américaine. Ok. Par rapport aux démocrates, eh ben, les républicains sont plus susceptibles de fantasmer sur les activités sexuelles généralement considérées comme immorales, l'infidélité, les orgies ou tabous, comme le voyeurisme. Et les recherches suggèrent que plus les restrictions politiques et morales que nous avons à imposer à notre sexualité sont nombreuses, plus nous rêvons intensément de nous en libérer. Ok. Chose aussi importante, moins d'un tiers des participants ont déclaré avoir déjà réalisé leur plus grand fantasme sexuel. Les autres ont déclaré s'être retenus pour plein de raisons.
mais surtout en raison de l'incertitude quant à la manière de le réaliser et de la crainte que leur partenaire désapprouve l'activité ou ne veuille pas y participer. Ok. Donc vous verrez que la majeure partie des vidéos de cette playlist se concentre sur, en tout cas au démarrage, hein, d'accord, sur les plus grands fantasmes sexuels de tous les temps. Et croyez-le ou pas, une femme sur 5 et un homme sur 10 ont déclaré que le simple fait de penser à leurs plus grands fantasmes les avait déjà amenés à l'orgasme, indépendamment de toute stimulation génitale. Donc là, on imagine le niveau d'excitation. Mais c'est pas tout. Ces fantasmes représentent les projets et les aspirations de la plupart des gens pour leur vie sexuelle future. Plus de 3/4 des hommes et des femmes qui ont été interrogés espèrent un jour réaliser leur fantasme sexuel préféré. Donc si nous voulons comprendre ce que les êtres humains désirent vraiment, leur plus grand fantasme constitue donc un excellent point de vue. Lorsque nous explorerons en détail les différents fantasmes, je poserai des questions très importantes. Quelle est la psychologie derrière ce fantasme? Si vous avez ce fantasme, qu'est-ce que ça révèle de votre personnalité ou de votre histoire sexuelle? Sommes-nous programmés dans l'évolution pour ce genre de désir? D'accord. Cette playlist se penche également sur ce qui se passe lorsque les gens partagent leurs fantasmes avec d'autres, et plus loin, sur ce qui se passe lorsque les gens vont jusqu'à agir sur leurs désirs les plus profonds. Dans de nombreux cas, ça peut être bénéfique pour vous, votre partenaire et votre relation. Et à cette fin, je proposerai des considérations pratiques pour ceux qui souhaitent partager leurs fantasmes, ainsi que des conseils pour ceux qui veulent les mettre en pratique en toute sécurité. Et bien qu'il y ait certainement des avantages à partager ou à réaliser ces fantasmes, il y a aussi des risques. Et croyez-moi, je ne manquerai pas d'en parler. J'indiquerai également clairement, très clairement, quels sont les fantasmes qui ne doivent jamais être mis en pratique, et dans quel cas une personne doit envisager une aide professionnelle pour gérer ce type de désir sexuel. Et puis enfin, jetterai un regard plus large sur ce que nous pouvons faire en tant qu'individus et en tant que société pour rapprocher nos fantasmes de la réalité tout en maximisant le bonheur personnel et la santé publique. N'oubliez pas qu'une sexualité intense s'accompagne d'une grande responsabilité. Nous devons trouver un équilibre entre la recherche de la satisfaction sexuelle et le souci de la santé et du bien-être de nous-mêmes et de nos partenaires. Ok ? Alors, voici la question. C'est comment la science du désir sexuel peut-elle améliorer votre vie sexuelle et votre relation? Okay. En partageant avec vous tous ces items, mon objectif, c'est pas simplement de titiller les lecteurs avec les secrets sexuels les plus profonds et parfois les plus sombres des gens. Okay. Il se veut que de temps en temps vous soyez un peu émoustillés par les histoires que je vais vous raconter. Mais mon plus grand espoir, c'est que vous repartiez avec une meilleure compréhension de la nature du désir sexuel et éventuellement que vous utilisiez ces informations pour améliorer votre propre vie sexuelle et amoureuse. Trop de personnes ont des perceptions déformées des désirs sexuels dits normaux et des types de choses qui devraient les exciter, ce qui les conduit à censurer la grande majorité de leur envie et de leurs désirs. Et cette situation s'explique par le fait qu'il est difficile de trouver des informations précises sur le sexe et le désir sexuel encore aujourd'hui de nos jours, en grande partie à cause d'un système d'éducation sexuelle scolaire d'une pauvreté ahurissante. De nombreux élèves ne reçoivent aucune éducation sexuelle, et ceux qui en reçoivent une sont souvent soumis à un programme truffé d'inexactitudes scientifiques, de mensonges, qui visent davantage à apprendre aux élèves comment éviter les rapports sexuels qu'à leur expliquer comment ils se produisent. Alors où vous regardez cette vidéo, j'étais avec un de mes homologues américains, avec lequel j'ai partagé cette étude, et qui m'a fait participer à cette étude. Okay. Et vous devez savoir qu'aux États-Unis, seulement 24 États et le district de Columbia imposent l'éducation sexuelle. Et encore, moins exigent que les informations données soient médicalement exactes. C'est vrai, certains États américains exigent une éducation sexuelle, mais ne soucient pas de savoir si les informations fournies sont correctes. J'ai eu ça ici, même en Israël. Je parlais avec un des enfants d'un de mes amis qui me disait que ils avaient eu des cours d'éducation sexuelle. Et une personne était venue parler de l'homosexualité parce qu'il voulait, ici, ça fait partie du programme scolaire, tous les genres doivent être représentés. Et il me disait que, je dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, par exemple, que quand un garçon croise ses jambes, c'est qu'obligatoirement il est homosexuel. Bon, quand vous entendez ce genre de conneries, d'abord le mec, vous avez envie de le tarter parce que tu mets dans la tête d'adolescent n'importe quoi, donc dégage.
Et on peut pas accepter des choses pareilles. D'accord? Donc ça aussi, c'est important de le comprendre. Et ces cours-là posent de nombreux problèmes. Mais l'un des plus importants, c'est qu'ils négligent presque entièrement la question du désir sexuel. On nous enseigne uniquement ce que les gens sont censés vouloir et non ce qu'ils veulent réellement en matière de sexe. Et le résultat final, c'est quoi? C'est que lorsque la plupart des personnes commencent à avoir des relations sexuelles, leur connaissance à ce sujet et les sentiments et pratiques sexuelles qui sont normaux tendent à être très faibles. C'est-à-dire que notre réticence à enseigner aux étudiants d'autres compétences en matière de communication sexuelle que celle de dire non a également conduit à une situation étrange dans laquelle la plupart des personnes trouvent plus difficile de parler de sexe, même avec leur propre conjoint ou partenaire, que d'en avoir. Et ce manque de connaissances et de capacité de communication en matière de sexualité a des conséquences profondes sur notre santé et sur notre bonheur. Par exemple, lorsque nous abordons le sexe en agissant sans vraiment parler ou communiquer au préalable, il est évitable que les limites et les frontières soient franchies de temps en temps. Et ça peut conduire à des désaccords sur le fait de savoir si une expérience donnée était mutuellement agréable, et peut-être même s'il était consensuel, donc consenti par les deux. Une mauvaise compréhension de la sexualité peut également être source d'insatisfaction et de conflits dans une relation. Autre chose, une vision restreinte de ce qui est sexuellement normal peut contribuer à de nombreux problèmes sexuels et d'insécurité en amenant les gens à percevoir leurs propres intérêts sexuels comme étant en dehors du courant dominant ou déviant. Et ces angoisses sexuelles peuvent à leur tour jouer un rôle majeur dans l'apparition de difficultés liées au désir sexuel et à l'excitation et à l'orgasme. Et en clair, les sexologues ont constaté que le manque de connaissances, les fausses croyances et la crainte que les désirs sexuels d'une personne soient anormaux sont à l'origine de nombreux problèmes sexuels. Croyez-le ou pas, mais le traitement de ces difficultés est souvent aussi simple que de donner aux personnes la permission de réaliser leurs désirs, en supposant qu'il s'agisse d'activités sexuelles consensuelles, bien sûr, okay, et de leur fournir une éducation sexuelle appropriée. Et pourtant, malheureusement, la plupart des adultes qui pensent que leurs intérêts sexuels sont inhabituels ne cherchent jamais à suivre la consultation d'un sexothérapeute, par exemple. Au contraire, ils répriment généralement ces désirs et tentent de mener une vie sexuelle normale. Okay, ça a tendance à devenir très vite insatisfaisant, entraînant une chute brutale du désir du sexe avec son partenaire. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer ce problème pour ce qu'il est réellement, une honte intériorisée de sa sexualité et un manque de communication sexuelle, les gens peuvent facilement trouver des médecins qui détermineront qu'il s'agit d'une question de faible libido, un problème qui nécessite une solution médicale plutôt que psychologique, et les sociétés pharmaceutiques s'empressent d'apporter une solution, investissant massivement dans des médicaments tels que du Viagra ou des choses comme ça, ou des thérapies hormonales, expressément conçues pour stimuler le désir, pour des rapports sexuels que les gens ont cessé d'avoir. C'est-à-dire que les grandes entreprises pharmaceutiques ne sont pas seules dans le cas. Okay, le monde moins réglementé des compléments alimentaires tente lui aussi de tirer profit de la situation. Malheureusement, toutes ces pilules, les patchs, les potions, ne traitent pas le problème psychologique qui sous-tendent la plupart des problèmes sexuels. Le résultat final, c'est que nous nous retrouvons à prendre des médicaments qui, au mieux, peuvent nous inciter à avoir des relations sexuelles médiocres plus souvent. Et c'est une erreur. Et c'est probablement la raison pour laquelle les recherches menées jusqu'à présent ont montré que la plupart des médicaments ne font guère plus augmenter le désir sexuel que des pilules de placebo. Okay, et c'est pas surprenant si l'on considère que le vrai problème pour beaucoup d'entre nous n'est pas de manquer de désir en soi, mais de manquer de désir pour ce que on nous a dit que nous devrions vouloir en matière de sexe. Trop souvent, nous attribuons à tort à une faible libido des choses comme la confusion et l'anxiété sexuelle. Par exemple, les femmes hétérosexuelles qui ont des fantasmes lesbiens très excitants, ou les hommes hétérosexuels qui fantasment sur des rapports sexuels avec des transsexuels, hommes-femmes, peuvent se retrouver complètement désemparés face à leur véritable identité sexuelle. Et cette anxiété peut à son tour interférer avec le désir de rapport sexuel avec un partenaire ou un conjoint, et avec la capacité d'en profiter. C'est-à-dire que les personnes confrontées à de telles situations manquent souvent de confiance pour explorer ou même parler de leur véritable désir sexuel parce qu'elles ne connaissent pas la bonne façon de s'y prendre et qu'elles craignent d'être rejetées. Et dans de tels cas,
il est plus facile et moins embarrassant de se plaindre à son partenaire ou à son médecin d'une baisse de libido que d'avouer ses véritables désirs. Mais la science nous dit que ces fantasmes, vos fantasmes, sont selon toute vraisemblance parfaitement normaux et sains. Et une fois que vous aurez compris à quel point vos fantasmes sexuels sont courants, d'où ils viennent et leur signification profonde, vous acquérerez la possibilité et la capacité d'exprimer vos désirs sexuels aux autres, de sorte que vous et votre partenaire, ou vos partenaires, puissiez finalement atteindre une plus grande satisfaction sexuelle et développer une plus grande intimité émotionnelle que jamais auparavant. Et attention, il y a un lien de cause à effet direct entre la façon dont j'aborde ma sexualité et mon estime de soi, qui va avoir un impact sur ces 3 piliers: amour de soi, image de soi, confiance en soi. D'accord? Donc, pour faire revenir nos libidos en berne, nous devons donc cesser de réprimer nos désirs profonds. Nous n'avons pas besoin d'une pilule, ni même d'un psychothérapeute pour y parvenir. Nous avons besoin simplement de la permission de partager ce qui nous excite vraiment, de nous dire ce que nous voulons. Alors bien sûr, s'il est important d'acquérir la confiance nécessaire pour partager nos désirs, il est tout aussi vital de savoir comment réagir de manière appropriée lorsque les autres partagent leurs fantasmes avec vous. D'accord? Au fil des ans, il y a plein de personnes qui sont venues me voir bouleversées par la découverte des fantasmes sexuels apparemment inhabituels de leur partenaire. De nombreuses personnes qui suivent ma chaîne YouTube, par exemple, m'ont fait part de leur inquiétude dans des messages ou dans des emails. Mais j'ai également été pris à part lors de dîners, de conférences, d'événements, par des personnes qui, découvrant ce que je faisais dans la vie, ont pris leur courage à deux mains et m'ont posé leurs questions en personne. Pourquoi leur partenaire était-il excité à l'idée de les voir faire l'amour avec un étranger, sans me l'a souvent demandé, alors qu'ils trouvaient le même scénario très menaçant? Ou pourquoi quelqu'un pourrait-il penser qu'il est sexy de s'habiller comme un animal pendant l'acte sexuel, ou prendre son pied en caressant et en reniflant des pieds ou des chaussures? Pour eux, les désirs partagés par leur partenaire étaient un obstacle majeur, au mieux stupide et peut-être même dérangeant. Beaucoup se sont moqués de leur partenaire et lui ont fait honte. Et plus d'un ont envisagé même la rupture ou le divorce simplement parce qu'ils ne savaient pas comment gérer les pulsions anormales de leur partenaire. Pourtant, avec un peu plus de compréhension de l'incroyable diversité du désir sexuel humain et de la raison pour laquelle cette diversité existe, ils n'auraient peut-être jamais éprouvé la moindre détresse et très probablement, ils auraient fini par considérer la révélation de leur partenaire comme une occasion précieuse de renforcer leur confiance et l'intimité mutuelle, sans parler de la possibilité de revigorer leur vie sexuelle. En fin de compte, nous avons tous intérêt à mieux comprendre les désirs de l'autre, non seulement parce que ça peut potentiellement améliorer notre vie sexuelle et nos relations, mais aussi parce que plus nous pouvons développer ce que la société considère comme normal en matière de sexe, plus il y a de chances que nos propres désirs sexuels soient utilisés comme des armes contre nous. L'une des nombreuses choses qui nous empêchent de partager nos fantasmes sexuels, c'est la peur de ce que les autres pourraient faire de ces informations. Si nous pensons que nos propres désirs sont bizarres et que les autres le pensent aussi, ceux qui connaissent nos secrets peuvent les utiliser comme des munitions contre nous. Par exemple, ils pourraient répandre des rumeurs ou des ragots dans le but de nous embarrasser publiquement. Pire, ils pourraient faire du chantage ou essayer d'utiliser ces désirs pour refuser les droits parentaux dans une affaire de garde d'enfants, par exemple. Ce qui malheureusement arrive bien plus souvent qu'on pourrait le penser. En élargissant notre compréhension des désirs sexuels normaux, nous pouvons limiter la mesure dans laquelle le fait de partager nos désirs sexuels avec nos partenaires nous rend vulnérables. Et ça, c'est important. En définitive, j'espère que la confiance et les connaissances que vous tirerez des différentes vidéos de cette playlist vous aideront à améliorer votre vie sexuelle, à développer et maintenir des relations et des mariages beaucoup plus satisfaisants à l'avenir, parce que mon objectif, c'est de vous aider à faire tomber les barrières qui vous empêchent de discuter de vos fantasmes sexuels qui existent dans votre propre vie, afin que vous puissiez permettre à ces fantasmes, ceux qui sont sages, légaux et consensuels, de faire partie de votre réalité sexuelle. Ça, c'est très important. Mais d'abord, on va répondre à la question, c'est dis-moi ce que tu veux, quoi. Mais ce que tu veux vraiment. Quiconque a suivi un cours d'introduction à la psychologie sait que
dans la psychologie freudienne classique, la personnalité de chacun peut être décomposée en 3 parties. Le ça, le moi et le surmoi. Le ça, c'est l'élément le plus primitif. Le ça, c'est l'élément le plus primitif qui comprend nos désirs, nos besoins, nos envies, en particulier ceux de nature sexuelle. Freud affirmait que notre libido, nos pulsions sexuelles, est entièrement logé dans le ça. D'accord ? Selon les propres termes de Freud, le ça, c'est un chaudron plein d'excitation bouillonnante, qui n'existe que pour satisfaire ses propres besoins. Il fonctionne selon ce qu'on appelle les principes de plaisir, l'idée que tout désir doit être immédiatement satisfait sans conséquence. Le ça n'obtient pas toujours ce qu'il veut, bien sûr. Il est tenu en échec par l'ego, qui est notre côté bon sens, et le surmoi, qui est notre conscience. Ok ? Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes différentes conférences et capsules, je suis pas un grand fan de Freud et je suis pas d'accord avec Freud sur beaucoup de choses. Mais je pense que sa théorie de la personnalité offre une métaphore utile de la façon dont l'esprit humain aborde le sexe. Nous avons presque tous des désirs sexuels que nous voulons réaliser et dont nous savons qu'ils pourraient nous procurer un grand plaisir. Mais mais que, en fait, ces fantasmes, on va les supprimer, ok, après avoir décidé qu'ils sont probablement irréalistes ou qu'il serait immoral de les réaliser. Le résultat final, c'est que nous faisons, dans notre vie sexuelle, ce que nous faisons dans notre vie sexuelle n'est pas nécessairement le reflet exact de nos désirs profonds et surtout de nos désirs sous-jacents. Alors, qu'est-ce que nos désirs profonds recherchent exactement et quelles sont ces choses qui nous excitent mais que nous avons trop peur de partager et encore moins de réaliser? Des chercheurs à ces questions, des chercheurs en psychosexologie ont répondu à cette question en interrogeant ces 10 000 personnes sur les plus grands fantasmes sexuels de tous les temps. Et le résultat est un regard révélateur sur la nature de l'identité sexuelle des personnes d'aujourd'hui. Les désirs sexuels que nous aimons secrètement, mais qu'on nous a appris à détester. Ok ? Alors, vous verrez qu'on en viendra bientôt au gangbang, au fouet, aux chaînes, au fétichisme des pieds. Mais avant ça, je dois établir certains points cruciaux afin que vous ayez une idée du contexte de ce qui va suivre. Juste, on va prendre quelques instants pour vous décrire ce qu'est exactement un fantasme sexuel et comment on va pouvoir interagir avec tout ça. Okay ? Il se peut que vous reveniez sans cesse à un même fantasme. En fait, il y a même des personnes qui pensent exactement à la même chose chaque fois qu'elles se masturbent ou ont des rapports sexuels, ce que les psychologues freudiens ont appelé le fantasme central de masturbation. Mais vous pouvez aussi avoir des fantasmes ponctuels, comme ce que vous avez imaginé faire avec le barman sexy qui vous a servi des boissons vendredi soir dernier. D'accord ? Quoi qu'il en soit, comme les fantasmes se produisent pendant que nous sommes conscients, nous avons la capacité de les évoquer sur commande. D'accord ? Vous vous ennuyez peut-être et vous voulez vous masturber, vous déclenchez le fantasme. Ou bien vous êtes fatigué et vous vous concentrez sur l'un de vos fantasmes préférés pour rester excité suffisamment longtemps pour satisfaire le désir sexuel de votre partenaire. Parfois, nos fantasmes émergent spontanément, y compris dans des situations où on ne veut pas être excité. Au travail, à l'école, pendant un office religieux. Donc ça peut être difficile d'arrêter de penser à ces fantasmes dans ces moments-là. Parce que l'une des méthodes les plus courantes utilisées par les gens pour faire taire leurs fantasmes, c'est de les réprimer. Et malheureusement, les psychologues ont constaté que la répression, c'est pas un moyen très efficace pour ne plus penser à quoi que ce soit nature sexuelle ou pas d'ailleurs. Okay ? En fait, la suppression des pensées a cet effet ironique de nous rendre plus susceptibles d'y penser plus tard. Et l'une des premières démonstrations de cette idée a été publiée par un ancien collègue psychologue de Harvard que j'ai rencontré pendant un stage que j'avais fait à Harvard. Et dans une étude qu'il avait réalisée en 87, il a demandé à des étudiants de mentionner à haute voix dans un appareil d'enregistrement toutes les pensées qui leur venaient à l'esprit pendant une période de 5 minutes. Et il a été demandé à la moitié des participants de penser à un ours blanc pendant cette période, tandis que l'autre moitié devait supprimer
les pensées de l'ours blanc. Les participants ont ensuite procédé à un deuxième enregistrement du flux de conscience de 5 minutes, mais ont reçu des instructions inverses. S'il leur avait été demandé de supprimer les pensées d'un ours blanc lors du premier tour, ils devaient penser à un ours blanc lors du deuxième tour, et vice-versa. Pendant les 2 sessions, chaque fois que les participants pensaient à un ours blanc, ils avaient pour instruction de faire sonner une cloche. Et Wegner a constaté que lorsqu'on demandait aux participants de supprimer leurs pensées, ils pensaient effectivement moins souvent à des ours blancs, mais qui faisaient quand même sonner la cloche plus d'1 fois par minute en moyenne. Mais ce qui est encore plus important, c'est que les participants à qui on avait demandé de ne pas penser à l'ours blanc lors de la première session ont montré un effet de rebond lors de la deuxième session, où ils ont pensé à l'ours blanc beaucoup plus que n'importe qui d'autre dans l'étude. En clair, il semble que nous ne soyons pas très doués pour chasser les pensées indésirables. Que ça concerne des ours blancs ou vraisemblablement des relations sexuelles avec des ours blancs. Okay. Maintenant, si vous ne pensiez pas déjà à faire l'amour avec des ours blancs, vous y pensez probablement maintenant. Je suis désolé pour ça. Okay. En tout cas, pourquoi notre discussion est-elle strictement axée sur les fantasmes sexuels et pas les rêves sexuels? Okay. Une raison importante, c'est que le contenu de nos rêves sexuels peut être très différent de nos fantasmes sexuels, en partie parce que nous n'avons aucun contrôle conscient sur eux. Par exemple, une personne peut rêver qu'elle a des rapports sexuels avec sa mère ou son père, mais ne jamais fantasmer à ce sujet. Le simple fait de se rappeler un tel rêve, à l'état de veille, peut très bien provoquer du dégoût ou de la répulsion plutôt qu'une excitation sexuelle. Bon, dit différemment, il est préférable de considérer certains rêves sexuels comme des cauchemars. Autre chose, bien que nous associons souvent les rêves sexuels à des émissions nocturnes, surtout chez les adolescents, ils ne conduisent pas nécessairement à des périodes prolongées d'excitation sexuelle ou d'orgasme comme le font souvent nos fantasmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on a dit à des enfants ou à des jeunes adolescents que quand ils avaient, chez les hommes comme les femmes, des pertes de semences nocturnes, c'était parce qu'ils avaient trop de rêves érotiques. C'est pas vrai. On sait aujourd'hui que pendant une certaine période du rêve paradoxal, il y a un relâchement neuromusculaire qui peut pousser à la libération de cyprine chez l'adolescente ou chez la femme, et d'éjaculation chez l'homme. Donc, une fois encore, la science remet les choses un petit peu en l'état. Okay. En tout cas, je m'en tiendrai ici au fantasme en raison de cette différence, okay, et du fait qu'en général, nous ne savons pas grand-chose sur le fonctionnement réel des rêves. Et je ne vais pas vous faire de la peine, mais le manuel d'interprétation des rêves qui traîne sur votre étagère, c'est une grosse daube. D'accord? Alors, c'est quoi les fantasmes préférés des Occidentaux? Alors, je vais vous parler de pas mal de mots. Il se peut que certains mots vous soient familiers. Cocu, ancrage, ok. Et il y en a plein d'autres qui vont pas l'être. Mais quoi qu'il arrive, vous continuez le visionnage, et moi je vous promets d'enrichir considérablement votre vocabulaire sexuel. D'accord? En tout cas, on peut regrouper certains mots en catégories. Par exemple, ménage à 3, ménage à 4, gangbang. Ça faisait partie des nombreux mots utilisés pour décrire des fantasmes de sexe à plusieurs, okay, en même temps. Donc on les a regroupés dans la catégorie plus large du sexe avec plusieurs partenaires. Si on prend dominant, soumis, humiliation et contrainte, ce sont quelques-uns des mots qui ont contribué à façonner une catégorie plus large appelée pouvoir, contrôle et sexe brutal. Okay. En extrayant ces thèmes plus larges, on laisse de côté les mots qui étaient génériques, okay, sexe, rapport sexuel. Ouais, parfois, certains ne faisaient pas beaucoup d'efforts. On a également laissé de côté les mots incroyablement ésotériques, parce qu'il était très difficile d'extraire un thème principal. Dans un des récits, une femme hétérosexuelle d'une vingtaine d'années a inventé un terme de vache mécanique. D'accord? Elle avait inventé ce terme pour décrire son désir d'être attachée dans le centre de la ville et de recevoir de force des hormones qui la feraient lacter en permanence afin qu'elle puisse être utilisée comme une machine à lait humaine pour les habitants assoiffés de la ville. C'est un fantasme. En fin de compte, les thèmes les plus larges qui représentaient la grande majorité de tous les fantasmes soumis, en allant du plus au moins commun, c'est quoi? D'abord, le sexe avec plusieurs partenaires. On verra chacun des items dans les vidéos futures, d'accord?
sexe avec plusieurs partenaires, pouvoir, contrôle et sexe brutal. Nouveauté, aventure et variété, c'était la troisième idéale. Tabou et sexe interdit, quatrième. Partage de partenaires et relations non monogames. Ok, c'était le cinquième. Sixième, c'était passion et romance. Et le septième, flexibilité érotique, tout ce qui va être l'homo-érotisme ou la flexibilité de genre, ce que je vous expliquerai naturellement lors des prochaines vidéos. Pour moi, cet ensemble de thèmes suggère que l'identité sexuelle est principalement caractérisée par le désir de s'affranchir des normes culturelles et des contraintes sexuelles. En tout cas, la plupart des personnes ont grandi en apprenant que le sexe n'est censé impliquer que certains actes, par exemple les rapports sexuels entre le pénis et le vagin, qu'il est censé avoir lieu dans des circonstances très limitées, au sein de mariages hétérosexuels et monogames, qu'il est censé être pratiqué à des fins utilitaires, fonder et faire grandir une famille. Nos identités sexuelles semblent suggérer une variété de façons dont nous pourrions nous rebeller contre ces normes en essayant des choses nouvelles, coquines et carrément tabous. Examinons de plus près chaque thème, et pour ce faire, je vais vous raconter plusieurs fantasmes réels. Ça suscitera sans doute toute une série de réactions et d'émotions chez vous, de l'excitation sexuelle au rire, parce qu'il y a des choses qui sont très drôles, en passant par le choc et le dégoût. Ok ? Quelle que soit votre réaction, je vous encourage à garder l'esprit ouvert et à poursuivre votre visionnage. Je vous garantis que, si vous le faites, vous ne penserez plus jamais au désir sexuel, le vôtre ou celui des autres, de la même façon. Mais avant de balancer la prochaine vidéo, je veux un retour sur vos commentaires. D'abord, je voudrais que vous partagiez cette vidéo avec les personnes qui vous sont proches, des amis, ceux avec lesquels vous autorisez parfois de partager autour de votre intimité sexuelle. Ok ? Parce que ça peut être bien parfois justement d'avoir des personnes avec lesquelles on va pouvoir partager sur ces différents fantasmes, et le fait qu'ils reçoivent l'information, ça va vous aider. Donc si vous avez quelqu'un de confiance, faites-le tout de suite. D'accord ? Partagez. Et puis la deuxième, dans les commentaires, d'abord dites-moi si ce genre d'initiative vous plaît, vous intéresse, et si l'information est importante pour vous. Et puis la deuxième, si vous avez des questions spécifiques sur la sexualité, sur vos fantasmes ou sur des choses comme ça, partagez-les moi, que je puisse les inclure dans les prochaines vidéos. Voilà cette nouvelle playlist, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, je vais y mettre tout mon cœur pour vous donner un maximum d'informations. Naturellement, je ne partagerai jamais de ma vision du monde, parce que c'est pas le cas. Moi, je reste quelqu'un qui partage sur des choses qui sont scientifiques, des études qui sont scientifiques, toujours. Mais vous allez voir que je vais vous apporter, je pense, une vision très différente à l'avenir de la sexualité. En tout cas, qu'elle puisse être plus ouverte, plus cool, et que vous puissiez être plus heureux, naturellement, parce que c'est mon unique obsession. Je vous aime et je vous retrouve sur une prochaine vidéo.